Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, Ismaël Urbain, le plus algérien des Guyanais. Bonjour Rémi, qu'est-ce que tu murmures depuis tout à l'heure ? Bonjour Florian, désolé, j'avais pas remarqué qu'on avait déjà commencé. Oui, en fait, je suis en train d'essayer d'apprendre l'arabe d'Algérie. Mais pourquoi ? Tu nous prépares un reportage pour le Zoom ? Ah bah j'aimerais bien. En fait, j'essaye de me mettre dans la peau d'Ismaël Urbain. Lui aussi, il était guyanais. Par contre, il était bien meilleur en arabe que moi. Mais après tout, c'était un Algérien dans l'âme. Ce n'est pas si surprenant. Ismaël Urbain ? Un Guyano-Algérien. Oui, bon, je sais, on l'a un peu oublié ici en Guyane, mais sachez, chers auditeurs, qu'un Guyanais s'était pris de l'Algérie au 19e siècle. Allez, je vous fais grâce de mes petits progrès en arabe. À la place, je vais vous raconter l'histoire d'Ismaël Urbain, aussi connu sous le nom de Thomas, membre des Saint-Simoniens, administrateur en Algérie et défenseur des musulmans. Et c'est parti. Cayenne, 1812. Soir de réveillon de la Saint-Sylvestre. Thomas Urbain, futur Ismaël Urbain, voit le jour. Son père, Urbain Bru, est un négociant français et sa mère, Marie-Gabrielle Apolline, est une mulâtresse affranchie de Guyane. Voilà, là, les premiers problèmes arrivent. Déjà ? Mais la chronique vient de commencer. Eh oui, le père de Thomas Urbain ne peut pas reconnaître son fils, parce qu'avoir un petit garçon métis, à l'époque, socialement, ça ne passe pas. Alors, l'état civil indique père inconnu, puis, quand Thomas aura 8 ans, son père le fera venir à Marseille pour lui donner une éducation. Au passage, son père fondera en lui l'espoir de le voir repartir à Cayenne un jour pour faire prospérer les affaires. Le truc classique, quoi. Et alors, est-ce que ça marche ? Cher Florian, chers auditeurs, Thomas retourne en Guyane à l'âge de 23 ans. Et ça ne marche pas du tout. Apparemment, les affaires du père n'allaient déjà pas très bien. Enfin bon, toujours est-il qu'il repart à Marseille, prend le nom de son père et surtout rejoint le collège des Saint-Simoniens. Et là, chers auditeurs, vous allez me demander, mais qu'est-ce que le collège des Saint-Simoniens ? Mais Rémi, qu'est-ce que le collège des Saint-Simoniens ? Merci de me le demander, cher Florian. Attention, je vous préviens, c'est un peu abstrait. Le saint-simonisme est un courant idéologique basé sur la pensée de Saint-Simon. On dirait la définition du dictionnaire. C'est pourtant clair. Bon, en gros, les Saint-Simoniens croient au progrès technique, car celui-ci serait la condition du bonheur, de la liberté et de l'émancipation. L'idée, c'est de changer la société en utilisant ces éléments, c'est-à-dire les industriels, les écrivains, les intellectuels les plus compétents. Sachez, chers auditeurs, qu'ils avaient la réputation d'écrire énormément. Et donc, Thomas Urbain, notre nouveau Saint-Simonien, arrive à Paris et se lance dans une carrière de journaliste. Ah, un collègue. Et pas des moindres. Mais contrairement à toi, cher Florian, ça ne marchera pas non plus. Thomas Urbain, du coup, se rend en Égypte. Et là, c'est la grande découverte. Ils sont fous ces Égyptiens. Il découvre un monde qu'il ne connaît pas, qui souffre surtout et qu'il veut défendre. Dans ses carnets de voyage, Thomas Urbain écrit... Je veux prendre sur moi et avec moi les bâtards, les esclaves, les noirs, puis les musulmans et les renégats. En Égypte, il enseigne le français. Et surtout, il se convertit à l'islam. Et c'est là qu'il prend le nom d'Ismaël. Exactement, cher Sherlock Holmes. Élémentaire, cher Watson. Il ne renie pas le christianisme pour autant, mais il se fait circoncire. Bon, mais ça, pas besoin de le dire à l'antenne, ça. Mais tu viens de le dire, Rémi. T'es enregistré, t'es au courant ? Pas du tout, Florian, ça c'est une illusion. Bon, passons, Ismaël Urbain parle l'arabe et le français. Alors, il décroche un poste de traducteur militaire, mais cette fois-ci en Algérie. À propos de son rapport à la foi musulmane, Ismaël Urbain déclare... J'espère être un jour le représentant des races musulmanes élu et proclamé par Dieu. Un jour, si Dieu fécondait mes efforts et que mon peuple aime à suivre ma voie, ce serait pour l'amener vers vous que je parlerai. Ce sera pour vous faire connaître et aimer de lui. Ismaël est devenu complètement musulman alors, de religion comme de culture. Et puisqu'il y est, je suppose qu'il va se marier avec une Algérienne. Ah, t'as lu mes notes, toi. Ismaël Urbain se marie avec... Bon, alors, nos auditeurs arabophones me pardonneront pour la prononciation. Ismaël Urbain se marie avec...
Jayhamuna Bent Mesaoutes Zeberi. Elle a 12 ans, ce qui ne l'empêche pas d'être déjà divorcée, et ensemble, Urbain et elle vont avoir une fille, 3 ans après le mariage. Et c'est considéré comment d'un point de vue administratif ? Plutôt bien. Au fil du temps, ce cher Ismaël Urbain aura de grosses responsabilités d'administrateur colonial en Algérie. Sa connaissance parfaite de la langue arabe et de sa culture lui donne un avantage énorme. Il est ce qu'on appelle à l'époque un indigénophile. Mais cela ira même plus loin que ça. Ismaël Urbain est en contact avec de nombreuses personnalités politiques françaises, notamment Napoléon III. Voici ce que dit Diana Kay Davis, qui a écrit un ouvrage sur Ismaël Urbain à ce propos. Ismaël Urbain, probablement l'indigénophile le plus influent de Saint-Simonien. Il était convaincu de la plupart des aspects négatifs de l'environnement colonial. Il est responsable de la plupart des idées qui viendront former la politique pro-arabe de Napoléon III. Mais attention, cela n'empêche pas Ismaël de critiquer certains aspects du mode de vie algérien, notamment tout ce qui touche au nomadisme. En fait, il est généralement admis qu'Ismaël Urbain n'était pas toujours en accord avec le point de vue des autres arabophiles comme lui. Et donc, je suppose qu'il donnait son avis dans des publications comme des journaux par exemple. Mieux, il publie énormément et il suffit de lire les titres de ses ouvrages pour comprendre les questions qui l'occupent le plus. De la tolérance dans l'islam, Très d'actualité, l'Algérie pour les Algériens, excellent slogan, l'Algérie française indigène et immigrants, ça c'est très bien résumé, Algérie du gouvernement des tribus, chrétiens et musulmans, français et algériens. et ça résume bien les grands thèmes qui touchaient Ismaël Urbain. Bon allez, juste pour la route, pour vous rappeler le poids de la difficulté identitaire qu'il portait sur les épaules, Lettres sur la race noire et la race blanche. en fait il s'agissait de sa toute première publication. Ismaël s'appelait encore Thomas et il n'avait que 26 ans. Manifestement, la question de l'identité est très chère à Ismaël. C'est clairement la grande question de son existence. Mais voilà, son expérience algérienne prend fin en 1845. Il s'installe à Paris où il fait venir sa femme. Malheureusement pour lui, sa famille française ne s'entend pas aussi bien qu'il le souhaiterait avec la famille algérienne de son épouse, ce qui le contraint à épouser son épouse. Alors, présenté comme ça, c'est un peu bizarre. Et épouser son épouse, oui, sous la loi française en fait, c'est ce que je veux dire. Et baptiser sa fille, alors que sa femme et lui sont musulmans. Mais le problème, c'est que les camarades de classe de la petite se moquaient d'elle. Bon, mais ça ne marchera pas, hein. On lui reproche quand même de ne pas être marié à l'église et de ne pas avoir fait baptiser sa femme. Pas simple cette histoire. Mais alors, Ismaël Urbain n'était pas très bien perçu dans l'administration coloniale. En fait, Ismaël Urbain défendait l'idée d'un royaume arabe, sauf que les colons n'étaient pas fans de l'idée, et même certains Algériens considéraient qu'économiquement, cela jouait encore plus contre eux qu'autre chose. Ces livres ont provoqué des réactions épidermiques parmi les colons, à tel point que ces idées ont fini par complètement disparaître du débat. Je vois, il s'est frotté à la résistance au changement, quoi. C'est un peu ça. Notre Guyano-Algérien a imaginé une théorie qu'il a appelée l'associationnisme. Chers auditeurs, je vous passe les détails, Ismaël Urbain va vous résumer tout ça. Le rêve des monarchies universelles n'est plus de notre temps. Le progrès ne pourra avoir les mêmes formes et les mêmes aspects pour l'arabe que pour le français, pour le musulman, que pour le chrétien. Ah d'accord, je vois l'idée. Et il en a eu d'autres. Selon lui, le concept de Kabylie était une invention coloniale et l'administration se devait de respecter les traditions arabes, même lorsque celles-ci contrevenaient au code civil. Mais bon, Ismaël Urbain meurt en 1884 à Alger avant d'avoir eu le temps de défendre sa pensée. Il sera enterré, chers auditeurs, au cimetière chrétien d'Alger. J'ai l'impression qu'Ismaël Urbain est un personnage dont on ne parle pas trop ici en Guyane. Je suppose que c'est parce qu'il a passé toute sa vie entre la France et l'Algérie. C'est exactement ça. Mais tu sais, il y a quand même des publications sur lui. La mémoire d'Ismaël Urbain n'a pas tout à fait disparu. Tiens, par exemple, Beringanine Ndagano et Monique Blérald ont publié tous les deux une introduction à la littérature guyanaise qui évoque Ismaël. Mais ce n'est pas tout. Historiens et psychanalystes se sont penchés sur la question. Citons également l'ouvrage de Roland et Naïma Lefkir-Lafitte, qui est complètement dédié à Ismaël. En effet, finalement ce n'est pas si mal. Chers auditeurs, si le destin algérien de ce Guyanais vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos recherches. Et n'oubliez pas, vous aussi, comme Ismaël Urbain, vous avez le pouvoir de voyager et de défendre vos idées au-delà des frontières de notre Guyane.